Bien, on va peut-être commencer. On a la masse critique. Donc, welcome everybody. We'll try to speak in French and English. Merci aux citoyens de Saint-Omer d'être là en physique, puisque cette année, comme vous le savez, on a innové, on a élargi des étudiants de Georgetown. Et aujourd'hui, on a 9 universités qui sont représentées, 9 universités françaises qui sont représentées, 8 universités américaines, et on a ajouté ce que j'appelle des adultes. Les étudiants sont aussi adultes, mais les adultes sont plus adultes que les étudiants. Donc, merci d'être venus. Je note que dans l'assistance, il y a des citoyens de Saint-Omer qui sont d'origine anglaise et qui ont été à Stonyhurst. Donc ça, c'est très important, puisque, comme vous le savez, l'école des jésuites anglaises, qui a passé 250 ans à Saint-Omer, ont créé Stonyhurst, qui est un grand collège près de Manchester, et qui a maintenant aussi 200 ans. Donc c'est un collège de 450 ans, dont la cravate de l'école, la cravate des anciens élèves ou des premières terminales, ont la croix de Saint-Omer. Donc merci aux témoins de Stonyhurst d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, nous attaquons ce troisième temps de cette valse, cette valse dont le thème est démocratie en danger, puisque comme on se l'est déjà dit à plusieurs reprises, la guerre d'Ukraine cristallise un certain nombre de tensions sociétales autour du concept de démocratie, autour des valeurs de la démocratie, autour du bien commun, de l'humanisme. Et donc, c'était le moment d'utiliser ce point tournant historique que nous vivons, qui est qu'il y a la guerre d'une part, mais il y a de très fortes tensions dans toutes nos démocraties qui ont été effectivement introduites le premier jour par Laure Mandeville à travers son livre la reconquête la révolte de l'Occident, qui a été introduite aussi par notre ambassadeur des droits de l'homme, Delphine Borion, et qui essaie de mettre en relation les problèmes des droits de l'homme et de la démocratie. Qu'est-ce qui commence On a dû répondre à une question de se dire, est-ce qu'effectivement, il est utopique de penser qu'il faut partager les droits de l'homme avec toute la planète, Est-ce qu'il ne faut pas se concentrer sur des clusters qui vont vivre les droits de l'homme, les matérialiser dans une organisation démocratique et puis oublier le reste du monde? On y a répondu en disant que ce n'était pas forcément évident, puisque dans le droit de l'homme, il y a des dimensions culturelles, mais il y a probablement aussi des dimensions qui sont reliées à ce qu'on appelle la loi naturelle, c'est-à-dire une loi qui s'impose à l'humanité, quelle que soit son organisation. Et donc, on ne peut pas abandonner le côté un peu universel de ce qu'on a voulu propager depuis un certain nombre d'années et dont cette fondation Valeurs transatlantiques cherche à restaurer le sens et le mettre à disposition des citoyens du monde au moment où les tensions sont les plus fortes. Donc, on a un premier jour parlé de l'état de la situation. On a essayé de revisiter l'état de la situation en perspective avec ce qui se passait il y a 300 ans, éclairé par Montesquieu, gouverneur Morris, au moment de la Révolution américaine et de la Révolution française. Hier, nous avons essayé de trouver les réponses de l'économie réelle, c'est-à-dire en quoi les économistes, les patrons d'entreprise sont concernés par ce débat de société, le danger de la démocratie, comment cette démocratie doit se jouer au niveau sociétal, mais aussi dans l'entreprise, dans le management de l'entreprise. Ça répondait d'ailleurs à une question de l'ambassadeur Borion, qui disait qu'il est très important d'impliquer la société civile dans la manière de répondre aux défis du XXIe siècle. Donc ça, on l'a traité hier. Et aujourd'hui, évidemment, dans le troisième temps
de cette réflexion, de ce travail en commun. Il s'agit de voir comment les politiques dans lesquelles les citoyens ont transmis une représentation, ont transmis une responsabilité de mettre en œuvre collectivement le bien commun, des priorités collectives, sociétales, comment les politiques d'hier et d'aujourd'hui ressentent ce débat de société qui se cristallise dans les dernières élections américaines qu'on connaît bien, qui sont encore au débat aujourd'hui avec ce qui s'est passé au Capitole, qui se traduit dans les élections que nous avons vécues en France il n'y a pas très longtemps. Et débat dans lequel, quand on regarde la nature du débat politique au moment où les Américains ont essayé de concevoir, d'innover leur constitution, le degré de ce débat, la nature, la profondeur du débat est probablement pas exactement de même nature à ce que l'on peut observer aujourd'hui dans le débat politique au XXIe siècle, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Donc, il y a effectivement une question pour les politiques de voir comment on va pouvoir faire en sorte que la qualité du débat, la pédagogie du débat soit en ligne avec ce que les citoyens attendent et ce que la société attend. Donc aujourd'hui, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, avec George Pataki, avec Brian Hageler, qui représente une institution, donc l'ambassade, les autres représentent la force politique. Comment, avec Louis Marguerite, qui a cette double casquette, puisqu'il n'y a pas longtemps, il était dans les institutions, il était à la tête du CIRI, qui essayait de soigner, de régler le problème des entreprises françaises en danger, ensuite qui a exercé cette responsabilité au sein de cabinets ministériels et qui maintenant nouvellement a sauté dans la sphère politique puisqu'il vient d'être élu au Parlement français. Donc comment, avec ces 4 points de vue, nous allons, à partir de Saint-Omer, contribuer à trouver les solutions à cette démocratie en danger, dont tout le monde convient que le danger est là, mais il ne s'agit pas de convenir qu'il y a un danger. Et une fois qu'on l'a bien analysé, il faut trouver les voies et moyens pour en sortir. Donc Nathalie, vous êtes à New York, je sais que vous avez un temps qui est compté, donc merci pour témoigner avec nous. Vous avez pris un peu de recul par rapport à la France, mais vous êtes totalement impliqué aux États-Unis, aux premières loges. Donc, comment, de ces postes d'observation, vous allez essayer de nous partager ce que vous pensez de la situation et nous inspirer sur quelques pistes qui permettraient de sortir par le haut. Nathalie, merci de votre témoignage. Bonjour à tous. Merci Édouard, merci pour votre invitation. Je comprends qu'on parle en français ou On va partager, on va commencer en qu'est-ce que vous français, voulez? puis George parlera en anglais. Voilà, donc vous pouvez commencer en français. OK, ça marche, je vais en français. Écoutez, pour ce petit mot d'introduction, je vous propose juste de faire part de quelques réflexions, que, ma situation, singulière d'ancien politique française installée aux États-Unis, permet peut-être de manière privilégiée, hem, sur ce que la forme que prend la crise démocratique, des 2 côtés de l'Atlantique et singulièrement, ce qu'il y a de commun, dans ces formes. Hem, il y a bien des spécificités, d'un côté et de l'autre, et on pourrait passer des heures, sur chacune des spécificités, mais je trouve que pour notre propos, ce qui est intéressant, ce sont les caractéristiques, qui se rejoignent et j'en vois singulièrement 2, hem, qui me semblent, fortes, transversales, et qui me semblent, ne faire que s'approfondir, depuis quelques années. La première, c'est que les gens ne se parlent plus. Précisément, le débat d'un côté comme de l'autre, heu, comme je disais sous les formes différentes, heu, mais le débat était structuré, autour, de certaines thématiques,
ou certaines lignes de discussion, parfois de polémique, mais c'était un débat. C'est-à-dire que, on avançait, on reculait, mais enfin on se parlait, d'un côté et de l'autre, de, ces lignes. Et aujourd'hui, ces lignes sont devenues comme des fossés. Alors c'est très frappant dans la société américaine, hem, avec, une espèce d'ailleurs de grande angoisse, je trouve, dans les milieux un peu, sophistiqués, éduqués, intéressés à la politique, de se dire: «Mais en fait, on est en train de se retrouver chacun enfermé dans, nos communautés de pensée, avec, ni moyen ni appétit pour avoir un débat, avec les autres». Et je trouve que c'est aussi assez visible, dans la politique, européenne en général, française en particulier, où le débat sur certains sujets, ces derniers temps, a beaucoup laissé, la place à l'invective. Le deuxième trait commun aux crises démocratiques des 2 côtés, me semble être l'émergence, hem, comme privilégiée, facilitée, de certains profils. Alors singulièrement des profils, démagogiques, des profils, populistes, heu, mais même au-delà de cette caractérisation, l'espèce de personnalisation de la vie politique. C'est-à-dire d'un côté comme de l'autre, on a une perte d'influence des partis politiques et même au-delà même de l'influence, c'est comme si, les partis politiques avaient perdu le mode d'emploi de la démocratie. Ils n'intéressent plus, heu, ils ne recrutent plus, c'est malheureusement très visible, en France depuis des années, au-delà des élus ou de ceux qui veulent l'être. Hem et et ils ne touchent plus vraiment, hem, ils n'attirent pas l'intérêt, et ils sont remplacés par, des figures, qui sont des espèces d'icônes du moment. Et d'ailleurs, du coup, la nouvelle forme des partis, c'est un regroupement autour d'une personnalité qui, du coup, par définition, est un regroupement qui va être, temporaire, et qui va se trouver, assez mouvant, assez fluide. Pourquoi est-ce qu'on a ces 2 caractéristiques? Pourquoi est-ce qu'on retrouve ces 2 caractéristiques dans la crise démocratique d'un côté et de l'autre? Heu, il y a bien des explications, mais je crois beaucoup, moi, à la puissance des, réseaux sociaux et à leur impact sur le fonctionnement, des démocraties. Hem, Notamment, les algorithmes, ont un impact sur la première des caractéristiques que je citais. Hem, les algorithmes, de recherche ont tendance à privilégier tout ce qui est polémique et du même mouvement, ça peut paraître curieux, mais en fait, c'est le même mouvement véritablement, à enfermer chacun dans sa communauté de pensée. Et c'est parce que les algorithmes ont été construits initialement, à des fins, de marketing. Enfin, il y a des raisons, très techniques pour ça. Il y a pas de complot derrière. Il y a juste des raisons, très objectives. Mais ça aboutit à ça, ça aboutit à enfermer les gens dans ce qu'on appelle des chambres d'écho à l'intérieur de laquelle les opinions les plus visibles, celles qui remontent en surface, sont celles qui suscitent le plus de réactions, que ce soit des réactions positives ou des réactions négatives, et donc ce sont les opinions les plus, extrêmes et c'est mécanique. Et d'ailleurs, les, GAFA s'en sont rendus compte, ont essayé d'y trouver des solutions et pour le moment on peut le dire, ont pas forcément performé sur ce sujet-là. Il y a une autre dimension des réseaux sociaux qui, impacte plutôt le deuxième trait que je décrivais à la crise de la démocratie, qui est qu'ils valorisent énormément tout ce qui est perçu comme une forme d'authenticité. Et on le retrouve d'ailleurs dans le débat autour,
trouve de manière frappante de ce mot «j'assume». Alors on peut dire absolument n'importe quoi, sous prétexte sous réserve qu'après on va à la télévision ou à la radio expliquer qu'on assume, ce qu'on a fait, ou ce qu'on a dit. Comme si le fait d'être authentique, le fait d'y croire ou d'avoir l'air d'y croire, justifiait, heu, la 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 mauvaise qualité ou enfin vous justifiait, effaçait en quelque sorte tous les autres défauts qu'on peut trouver à une opinion. Et je crois que c'est beaucoup un trait des réseaux sociaux et trait de la modernité aussi. Hem, il faut être soi-même et on peut aller très, très loin dans la bêtise, et même dans la violence, pourvu qu'on soit, soi-même et qu'on soit authentique, à soi-même. Et là aussi, ça a des impacts sur le genre d'icône, qu'on se choisit dans ce processus que je décrivais comme étant un processus de personnalisation de la vie politique. Je vais garder cette introduction, elle est déjà trop longue. Pour conclure, je dirais qu'à mon avis, il y a qu'une solution à ça, c'est non pas d'essayer de changer les règles du jeu parce que ça marche jamais, mais d'apprendre, à les jouer, et à jouer le jeu avec ses règles, heu, en essayant d'y poursuivre des objectifs peut-être, un petit peu plus raisonnables ou souhaitables que ceux qui sont parfois poursuivis, et notamment accepter l'idée que c'est pas parce qu'on est politiquement ou économiquement raisonnable, qu'on doit avoir une expression perçue, entre guillemets, comme «molle» ou «modérée». En fait, la modération, intellectuelle ou idéologique doit s'accompagner dans ce monde des réseaux sociaux d'une forme de radicalité de l'expression. Vous pouvez être centriste, mais il faut trouver un moyen d'être radicalement centriste. Parce que, si on est, modérément centriste, alors là, ça passe pas la barre de ce, système médiatique, et connecté dans lequel on vit. On peut être modéré, encore une fois, on peut être modéré, mais, il faut l'être, il faut trouver à l'être et à l'exprimer ainsi. Il faut réussir à faire passer le message d'ailleurs qu'être, modéré, n'est pas être tiède. Il faut trouver un moyen d'être violemment, modéré. Il faut trouver un moyen d'être, heu, radicalement, raisonnable, sinon on est condamné à être totalement inaudible. Voilà, Édouard, ce que je voulais dire. Merci, merci Nathalie sur cette vision et cette explication de la manière dont la modernité et la technique du marketing et les réseaux sociaux sont en train de pervertir, si on peut dire, le dialogue entre les politiques et les citoyens en les enfermant chacun dans des convictions extrêmes. Euh, mais j'aimerais prolonger un peu cette discussion et de se dire so what? Euh, Comment éventuellement faire en sorte que les non-extrêmes puissent ouvrir le débat? Comment, en étant radicalement modéré, on peut renverser les choses? Comment, puisque on se rapproche quand même d'une falaise, on n'est pas très loin d'un crash potentiel, hein, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Euh, donc on n'a pas 10 ans devant nous pour qu'il y ait un retournement et une reprise de conscience. Comment faire en sorte qu'au-delà des politiques, euh, un mot qui est évidemment politiquement totalement incorrect, comment les élites qui ont un accès, si on peut dire, à la complexité de la société, peuvent partager par leur analyse et rendre cette complexité plus simple auprès des citoyens pour entraîner les citoyens vers plus de bon sens. Comment casser ce cercle et utiliser la valeur de ces réseaux sociaux euh, pour renforcer nos valeurs. On a eu une grande discussion hier et avant-hier d'ailleurs sur la caricature du mot valeur, puisque que les partis soient centristes, extrême droite, extrême gauche, tout le monde parle de ces valeurs, tout le monde défend les valeurs sans les définir. Et donc là, il y a effectivement aussi un sujet, hein, quand on parle d'humanisme, de voir comment on peut se mettre d'accord sur les grands drivers de ce qui fait un retour au bien commun,
au long terme, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur comment on sort de là? C'est à moi que la question s'adresse. Comment on sort de là? Bah oui, 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 parce que maintenant que vous êtes passé du politique à la société civile, peut-être qu'en tant que responsable de la société civile, vous allez pouvoir donner des idées aux politiques. Mmh. Édouard, je sais à peine comment on y est entré là-dedans. Je dirais que moi moi je pense qu'il faut inverser. Enfin, il y a je suis une fervente adepte de Gramsci. Je crois beaucoup aux représentations. Je crois beaucoup à la force du symbolique. Ce qui ne veut pas dire qu'on est là que pour causer quand on fait de la politique. En fait, mais je crois que pour faire de grandes choses, il faut d'abord réussir à parler vrai, à parler juste, à parler en résonance avec son époque, à incarner quelque chose, et puis après ça se cristallise. Hem Je pense qu'il faut qu'on réussisse à inverser une situation dans laquelle, par le passé, heu, comme la radicalité, n'était pas valorisée, en fait, elle faisait peur, on la laissait aux extrêmes et les raisonnables et les modérés, parlaient doux et parlaient soft, heu et on leur faisait confiance et la société leur faisait confiance et on atterrissait toujours plus ou moins au centre droit, au centre gauche, mais enfin bon, on atterrissait dans le lieu du raisonnable et c'était comme convenu, il y avait comme une convention de ça. Il faut comprendre que les choses se sont brutalement inversées, et qu'aujourd'hui, parler doux, parler soft, heu c'est, pour le moins plus du tout à la mode, voire carrément suspect. Heu Suspect de tiédeur, heu suspect de ringardise, suspect donc il y a absolument urgence, si on veut quelque part sauver la raison et retrouver les voies, du dialogue, il y a absolument urgence à changer complètement de style et à comprendre que cette authenticité, cette radicalité du discours, parfois cette, heu, hem, crudité du discours, il faut pas la laisser aux extrêmes. Il faut en fait se la réapproprier et l'inverser comme une arme, contre montrer trouver les moyens de démontrer qu'en fait la raison peut être authentique, il peut y avoir de la ferveur, dans la modération et qu'il y a au contraire, beaucoup d'hypocrisie, et beaucoup de mensonges dans une fausse radicalité qui vient s'exprimer dans les extrêmes. Et je dis qu'il y a urgence à la montrer, notamment à le démontrer, notamment quand on voit ce qui se passe dans la jeunesse. Parce que, la jeunesse a tendance il y a des sondages absolument dramatiques sur le goût et l'intérêt pour la démocratie en Europe dans la jeunesse, où on voit des jeunes qui vous disent qu'en gros la démocratie, une proportion importante des jeunes qui disent: «La démocratie, je trouve ça pas trop intéressant, pas trop attractif» et que finalement, un bon système autoritaire, dans lequel les choses sont dites avec force et mises en œuvre avec force, et ben, ce serait bien plus attractif. Et donc moi je voilà, je me désole de voir des modérés qui restent modérés dans leurs propos. Je trouve qu'il est temps de devenir très radical, de dénoncer avec force, le mensonge, l'hypocrisie, et l'impasse dans laquelle nous emmènent, toutes les fausses radicalités. Très bien, je crois que c'est très clair effectivement, heu, on est trop poli d'une certaine manière quand on est, convaincu, d'être modéré et modéré, c'est pas la tiédeur, c'est effectivement et malheureusement, on a probablement une élite, tiède et qui partage avec le cynique. Donc effectivement, il faut faire un appel au courage, hein et donc, dans la devise de notre fondation, hein, je le rappelle encore une fois, je le répète, hein, c'est, heu c'est culture et leadership, c'est-à-dire qu'il faut des leaders. Des leaders, c'est des gens qui ont le courage de pouvoir affirmer des choses, hein. Pour ça, il faut de la culture, c'est l'histoire, c'est tout ce qu'on essaie de faire avec cette fondation, parce que l'objectif, c'est des valeurs pour agir, hein. Donc effectivement, il ne faut pas des timorés, des timides, il faut des gens qui agissent et probablement, il faut être extrême dans cette volonté, hein. Donc effectivement, on est en ligne. Ça va être le plus difficile puisque
c'est comportemental. Et il faut que le cœur de la société assume cette responsabilité. Alors, j'aurais voulu passer la parole à Georges Pataki, mais je crois qu'il n'est pas encore. Il n'est pas encore connecté. Alors, peut-être que Brian Hageler, are you ready? Because it's interesting. Nathalie said that we have to be extreme. We had to be extreme in convictions. And you are a diplomat. Then how a diplomat can contribute to affirm with force what we are supposed to do or supposed to think to solve the tensions of the world. Nathalie said that we have to have some extreme confirmation or affirmations of orientations. We are in the middle of the war. How in diplomacy we can use this extreme language, or is it not conceivable? Brian, how can you témoigner of the way that as a diplomat, American diplomat, but a diplomat in general, you perceive this democracy in danger, and how through your institution you can help us to find solutions? Well, good evening, everyone. And avant de commencer, j'aimerais remercier Monsieur de Langsane, cher Edouard, et la Fondation Saint-Omer, avec qui l'ambassade entretient depuis plusieurs années d'excellentes relations pour la qualité des interventions de cette masterclass. Et toutes et tous ont apporté des éléments critiques à cette discussion si importante sur la défense du modèle démocratique. Et je vous remercie de m'avoir invité à participer à cet échange aujourd'hui. I was, in fact, very interested in Natalie's comments. Particularly, I'm interested in need to be extreme, but I guess the different approach I would take is, I think, more her focus seemed to be more about, frankly, threats from within, which are certainly real. As a diplomat, I'm naturally more focused on the external threats, relations between states. And last year and the year before, I had the great pleasure of speaking at your foundation's masterclass on the value of the transatlantic alliance in addressing our current challenges. And we discussed things like the scourge of terrorism, repercussions of the global economic crisis of 2008, increasingly urgent issue of climate change, the rise of cyber threats, and the disruptions of the COVID pandemic to our lives and economies. And at that time, I mentioned the challenge of other state and non-state actors seeking to reassert themselves in attacking our democratic processes and values. But, you know, as I prepared my remarks for today, it was almost dizzying to think of how much has changed since we last spoke. And of course, we knew last July that Putin's plans threatened the Ukrainian border and its sovereignty, but really few of us could have imagined at that time just how brutal and heartbreaking the situation would become. Putin's premeditated and unjustified war against Ukraine and his merciless repression of Russian media and civil society are clearly unconscionable. Putin seeks to destabilize the region and threatens our post-World War II international order. So we must stand firm with our allies, with the Ukrainians bravely defending their country in order to protect our own ideals and our own collective security. But the threat to democracy is broader than just Putin's actions. Authoritarian leaders work to weaken democracies by targeting journalists and those who defend human rights. They undermine elections, sow disinformation, claiming that their model delivers better. And malign actors reinforce these dangerous trends by manipulating digital information and spreading disinformation to shake democratic unity across the globe. And I think in many cases, they seek to build on some of the disinformation and misinformation that Natalie mentioned earlier to help weaken our institutions.
So these are worrying times, to say the least, for the security and sanctity of the democratic model. It is a time for trusted allies to collectively recommit to promoting democratic principles. And what gives me hope is the unity and courage of democratic nations around the world who've taken strong and immediate action to bolster Ukraine's defenses and provide humanitarian aid to its people. And I mentioned this unity in my remarks last year as the saving grace that has helped the democratic model survive the challenges of the 20th century. And just a few days ago, Europe took a remarkable step in voting to allow Ukraine to apply for membership in the EU. So when I see the swift, strong, and unanimous response of our democracies have had to Putin's provocation, I believe we have the tools and conviction necessary to weather the challenges of our new century. And what also gives me hope is that the citizens of democracies are grasping the seriousness of Russian aggression and understand the consequences it bears for our collective security. A recent survey by the Edelman Trust Barometer revealed that people in the United States, UK, Germany, and France reported notably higher levels of confidence in their democratic institutions in May as opposed to in January. And just recently, NATO commissioned a survey to understand perceptions of allied citizens, including support for NATO membership, the notion of collective defense and transatlantic ties, and over 70% of allied citizens support their country's membership in the organization and believe that NATO is important to their future security. And 60% consider their country safer thanks to cooperation between North American and European nations. So citizens' commitment to our institutions is important, and we must continue to strengthen them. That's why President Biden invited representatives of all sectors of our democratic nations to participate in the Summit for Democracy last December. And through the summit, the United States brought together members of government, the private sector, civil society, the media, influential figures in politics, arts, culture, and sports, as well as multilateral institutions charged with the advancement of human rights. And the participants of the summit focused on three core pillars: strengthening democracy and defending against authoritarianism, addressing and fighting corruption, and promoting respect for human rights. And concrete actions have already resulted from this summit. Just to name a few, Kosovo has created a presidential council on democracy and human rights. Estonia held a global conference on media freedom, and Belgium has launched a public survey on the organization of the government. Botswana will host a regional democracy summit in July. These are small steps, obviously, but signs of worldwide attention to these issues. And on the US side, our government's implementing the promises we made in the Presidential Initiative for Democratic Renewal. With the support of Congress, we're backing programs, initiatives, and organizations committed to advancing technology and democracy, sustaining democratic reformers, fighting corruption, defending free and fair elections and political processes, supporting free and independent media, advancing the civic and political leadership of women, girls, and marginalized community members. And the United States will hold itself accountable to these commitments in the years to come. As President Biden said, our challenge today is to prove that democracy still works and is capable of improving people's lives in concrete ways. Strong democracies governed from the ground up rather than the top down can and will deliver on the issues that matter most to people. We must show that the democratic model can hold governments accountable, bolster economic opportunity, protect human rights and our most cherished freedoms, and allow us all to live together in dignity. We can't ignore, however, that democracies face challenges that autocracies do not, as our governments must navigate issues that have polarized our own societies. We've seen that process on display in the United States following the Supreme Court decision to overturn Roe v. Wade. It's a decision that raises legitimate questions with regard to women's rights over their own bodies, federal versus state rights, and how to safeguard our highest court from political influence.
When we disagree on an issue, it is our duty as citizens to voice that concern and dissent through votes, involvement in political organizations, and involvement in campaigns or initiatives. While each citizen may not always feel that government policy reflects their beliefs or preferences, I'm nevertheless profoundly grateful that in a democracy, every citizen has the right to fight for what their beliefs are. In her remarks at the Summit for Democracy, U.S. Ambassador to the UN, Thomas Greenfield, shared a quote by the diplomat and civil rights activist Ralph Bunche that resonated particularly with me. He said, "The greatest defense for democracy is its practice." If autocrats say that our democratic model does not work, the best thing that we can do is continue practicing it every day. We must continue to share our opinions, listen to those of our friends and adversaries, and include voices of all kinds in the democratic discussion, believe in our democratic processes, and take part in them. I hope you don't mind if I draw one last time from my previous remarks to your group. And I didn't know that the remarks I said in conclusion would resonate even stronger 1 year later. But as I said then, the diversity and solidarity of our transatlantic alliance reminds me of the motto of the Great Seal of the United States, E pluribus unum, out of many, one, or in French, l'union fait la force. We must continue to practice, protect, and believe in democracy. And together, unified, I believe we'll weather this storm. So thank you very much for your attention. Thank you, Brian. Very interesting. It's clear that there is a huge responsibility on a bottom-up approach. The citizens must push, and that is the point common with Nathalie. It's a bottom-up, but we have to know how to express. And in the last yesterday, in the last sessions in the book, Jan Coeteladen has a chapter called Democracy and Truth. All the question also is when we express opinion, express how we can build on facts. How are we able to exchange real facts? Then we can say that the new technologies, intelligence, artificial, and so on, should help us to justify objective issues versus subjective issues. And here we need a dialogue or a common contribution from the public and the private side to be sure that we are able to build up foundations of truth based on which we can debate ideas. Today we have a problem because we are in a society of fake. There's no truth, then nobody believes, and the citizens don't believe in institutions. And we have to go back to how we can promote bottom up, but from the top we need strong core data to really be able to speak about the fundamental issues. I think George Pataki joined. Yes, I have. I'm on. Thank you. Oh, George, how are you? How are you? Fine, thank you. We are in the middle of the discussion with Nathalie, who tried to describe the situation and how the media was caricaturizing extreme position and segmenting the society, and she was calling for even for the moderate people to speak with extreme convictions. The extreme convictions are not the monopole of the extremist, and I think it's interesting. And Brian Aguilar just describe from all the danger of democracy in the global politics,
crystallized by this war, but not just the war of Ukraine, that we really have to live our democracy and listen to the citizens that have the right to express their opinion. George, based on your very long practice of politics, what is your perception of where we are today? The title of the conference is Democracy in Danger. I really think that we are in danger in France, in England, in the US. But more importantly, what would be the good assumptions to get out of the danger very quickly, soon, urgently, and to promote democracy, at least in our countries, where a lot of people think we are in a decadence, and also externally, because we think that democracy can speak to the world and to all those countries that are trying to choose their governance. George, what is your conseil? Well, this is probably the most important question facing the Western democracies right now. How secure are those democracies? How supportive of them are the people? And how successful will they be? And I see two competing trends. In the United States, we've seen a trend towards disrespect of institutions. And one of the questions that we should ask is, what is a democracy? Sadly, there have been American political leaders who felt you go into a country, and if they hold an election and choose their leaders, that constitutes democracy. But it doesn't. We've seen numerous countries from Venezuela to Palestine, where you have one election, and then once the election is over, the institutions are disrespected, and what appeared to be a vibrant democracy is lost. In the United States, the negative trends have been very strong, and they have been, from both sides of the political spectrum, disrespect for institutions. For the longest time, the American people looked up to the Supreme Court. They looked up to Congress, and they looked up to the office of the presidency. Right now, that respect for those institutions is lost. And part of it is a failure of leadership of people in those institutions. Part of it is the polarization that, to me, has been largely driven by media, particularly the divisive forces of social media, where you self-segregate based on your ideology and based on joining, reinforcing opinions of others without having access to or respect for other opinions. So this has been a very negative turn, and the culmination of which was January 6th, where I think if you look at it objectively, we had an incumbent president who refused to accept the election results that almost his entire political team said were legitimate results, and used intimidation through a mob to try to prevent the constitutional functioning of the transfer of power in the United States. Now, that was a horrible thing, but when I look to the future, I see positive trends as well. One is, we look at what happened on January 6th. In that case, there was one person, Vice President Mike Pence, who had the courage to say, the mob is not going to intimidate me. The president, who I am a partner of, is not going to intimidate me. I'm going to do the right thing. And I think the American people, whether they agree with his political philosophy, respect his integrity, and that could be a turning point where our democracy was threatened, but it survived. And it has the potential to be stronger than ever. Another positive trend, and it's tragic to put it in this way, is the invasion of Ukraine. The Western democracies have seen the risk of autocratic government. The fact that one individual, based on a warped sense of history or a whim, could launch a brutal war that costs tens of thousands of lives of his own citizens, not to mention tens of thousands of lives of Ukrainians.
And I think we have seen an unprecedented coming together of the EU and NATO in defense of democracy, in defense of that democratically elected government in Ukraine. And I think if you look at it internally, it has, or it should reinforce the people's belief that democracy works, autocracy leads to disaster. So if people look objectively, yes, there are real threats to democracy, but there are also more visible strengths in our institutions than we may have seen before. I am by nature an optimist. I love the comment you were mentioning earlier about how we need to have the centrists, the moderates, the people not on the far right or not on the far left speak not with moderation, but with passion. And I've always believed that when political leaders are called moderates, that doesn't mean they lack passion. And I think we need to hear more of that and more rejection of the extremes. Yesterday in New York, last night, or Tuesday night, we had the primaries. And in both parties, there were candidates of the far left and the far right challenging the more moderate centrist politicians. They almost all lost. And this to me is encouraging that the American people are waking up to the threat of this extremist movement on both sides and understanding that being loyal to an ideology at times can be threatening to our democracy. So the challenges are there. The polarization is real, but I do see the twin disasters in the United States of January 6th and in Europe, the invasion of Ukraine, as forcing people to take a look at the value of that democracy. And I hope understanding the importance of that democracy. So I could speak much longer at this, but this is an important seminar and you have lots of participants, but that's my take as I see it right now. Thank you very much, George, Governor. Yeah, it's quite important to see that out of chaos, we can get out positively, and we are used to that in Europe. In fact, the European construction always did progress fast when we had major crises. We should hope that for democracy should be the same thing. But it means that through those crises, we have to fortify the common sense, and we have to fortify the people that go back to the roots of the values. That's why we speak about humanism. That's what, through the foundation, we should work more about defining more in details what are those values, those core values that help for the last several centuries to build what we are today. We have to work on that. I think maybe there's some questions. I think there is a question from an American student, Arthur. Oui, la question d'un étudiant américain. La désinformation entourant les élections menace notre pouvoir exécutif. Notre système judiciaire est manifestement vulnérable à la radicalisation. Je suis étudiant américain, diplômé, je m'intéresse au service public et surtout, je tiens absolument à contribuer à l'effort mondial d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Et la question est la suivante. Compte tenu de votre expérience, Madame Kosciusko-Morizet, dans le service public et dans le secteur privé, quels conseils donneriez-vous aux jeunes professionnels ayant de tels intérêts? Merci. Nathalie, are you still there? I am. Yeah. Okay. A very simple question for you. Well, I'm gonna take maybe I'm gonna do the opposite response to answer to what would expect. I mean, usually when you hear that, and maybe I've done it in the past, when you hear that, you would answer, well, there are a number of things that you can do by yourself. Please begin switching off the lights, trimming your waist, switch your car for an EV, etc., etc., etc.
actually, my answer, based on my experience, is that whatever you can do by yourself won't be enough and will fall short if you don't try to act for the collectivity in a coordinated and enhanced manner. And let me take just a basic example: waste. I'm astonished here in the States how much the waste management system is different from the European one, especially when it comes to trimming the waste and recycling. And you can do whatever you want. I mean, you can be super motivated and try to do whatever you want on your own. It just won't change anything. It's not that it's not enough. It doesn't change anything. If you trim your waste, for example, in New York, you know what? Your doorman or whomever handles them will remix them afterwards because it's not being treated in a separate manner. And this is just an example, not a particular example, but I mean, there's a sort of easy thinking, which would be, okay, I'm motivated, I wanna do the good, and I'll begin with myself, and I'll begin by myself. That's great, that's fine, that's good, but in fact that doesn't work. So my recall is to reinvest public space, politics, economics, whatever, wherever you can really drive the change. It's not enough to just do the good by yourself or for yourself or your community. Thank you, Nathalie. Very, very important because in this society, very individualistic, the individual think that they can change the world by themselves, or they can contribute to the world. Even so, they prioritize their selfishness, their own. In reality, we are a community. Then it's very important to see what is the balance between the individual attitude and responsibility, which is very important, but in the same time, how you participate to the collectivity. And all this chain of collective work is essential. And that starts at the local level. It starts in the village, it starts in the family. And all this chain of responsibility, collective responsibility, going from the individual to the nation is very important. And we have to respect that. And Brian mentioned the fact, and George also, that there is a lack of respect of institutions. But when we speak about collectivity, we have to use institutions. Then there is a big dialogue to be sure that also from the institution, in the way they are acting, they don't break the chain versus the citizen that is using the city. And today, sometimes the institutions are so far from the citizens that they don't have any more credibility. And when we have to bring back the chain between the individual and the collectivity. And I think that's a very important comment. Is between George or Brian, other comment on that subject? Do you have other? Yes, I'd like to just follow up on what you just said, which I think is very important. You know, I was governor of New York that had 20 million people, but I started out in government as mayor of my hometown that had 18,000 people. And I've always believed what you were just saying is extremely important, is that the institutions have to be close to the people for them to be able to function effectively and gain respect. And for me, that meant that local governments are the most important. And to the extent we can decentralize government and have decisions made at the local level, they're more accountable to the people, they're more immediately accessible, and they can be more effective. Now, obviously, that doesn't work with global issues or things of great national interest. But as a general rule, I think the politicians in Washington and in state capitals have usurped what used to be traditionally a significant role of the states or the local governments. And that is part of the reason I believe we do see this disrespect. There's a very interesting Supreme Court decision that will come down probably today on Congress delegating its legislative power to bureaucrats.
to agencies, and they're enacting sweeping regulations in lieu of Congress passing laws. And there's a high likelihood the Supreme Court is going to overturn this process, which will have a profound impact, and in my view, a positive impact, where the elected officials accountable to the people will be responsible for these rules as opposed to these anonymous bureaucrats. So when you talk about the link between the people, institutions, and government, it's absolutely critical. Yeah, and we are touching here issues that we covered the first day through history with Montesquieu and Governor Morris, and is how to find the proper balance between the local government and federation. Even in the US today, this balance between Washington and the different states is still existing, and we'll see in the last decision of the Supreme Court. But we are in Europe in this major issue where we don't know how we can build up a critical mass of nations, because the world need critical mass when we have to balance between China, for us, America, and so on. Then we need a critical mass. Then we need a kind of confederation of a federation. We need collaboration at a certain level. And in the same time, we have to keep the contact with the culture of the nation, and in the nation with the local government. And the problem is that today, we are not able to find the right balance, or at least the citizens don't understand what we are doing and that we are losing the balance. That's why we have those extremists that are against the federation, are against Europe, because of this good governance of giving a priority to the local government. Then we need this balance, and this balance is very tricky. I don't know if we have good recipe, but for the last 300 years that America built up the federation, we are divided on that, and we have to reinvent this concept. Yeah, if I could add there, Edouard, with certainly supporting what the governor said about important the role of elected officials, I will put in a plug for the anonymous bureaucrats here. Yeah. Thank you. You know, you can have the greatest elected officials in the world. You need people in important positions to implement what the elected officials determine as our policy. And we need people like that, certainly in institutions like the State Department. And you can have a real role here in making significant change on issues that you care about, from climate change to human rights to a variety of other things. So that's my one plug for the American citizen students here. Go to careers.state.gov, take the exam. We could use you on our team. That's my plug. Thanks. Thank you. Can I jump on that? Yeah, sure. I'm horrified by the way politicians and civil servants are sometimes mistreated on social networks on both sides of the Atlantic. And people believe that it's just cool, and they have fun, or just maybe face distress comme ça, but by the end it will have consequences, because certain careers are less attractive, much less attractive than they used to be, and there's a sort of scissors effect. It's less attractive because in terms of compensation and recognition and whatever, there's more of a gap, and it's less attractive also because you get beaten for so many things. At some point, you get less with doing more, less recognition, and being more exposed. Well,
people drop from that. And I know obviously less of the US system, but I've seen that very much in the French system, both in the civil servant world and in the political world. Quality is changing, and I'm not obviously. I mean, individual situation are all different, and there are exceptions here or there. But globally, directionally, there's a problem, and it will have big impact. Yeah, Louis, Marguerite, I think it's the right time for you to jump in the pool because yesterday you were a bureaucrat and today you are a politician. How you will mix those two cultures and based on those two values, you will help the French Parliament to go in the right direction. Louis? Oui, je réponds en français ou en anglais? Tu peux répondre en français ou George, you understand French, I suppose, hein? Pas beaucoup, mais assez, je crois. Ok, bravo. Merci beaucoup de l'invitation et ravi d'être avec vous ce soir. D'abord, je me reconnais tout à fait dans les propos qui viennent d'être tenus par vous, Madame la Ministre. On a pu se croiser il y a une quinzaine d'années parce que, et je vais revenir dessus, il y a effectivement une cristallisation autour du personnel public, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit technocrate, bureaucrate ou politique, encore que la distinction d'ailleurs n'est pas si nette que ça, mais il y a une cristallisation autour de ça et une forme de fantasme d'ailleurs sur ce que ça, sur leur rôle et sur la façon dont les décisions sont menées. Et moi, l'expérience, je vais revenir dessus en quelques minutes, mais que je viens d'avoir est assez différente parce qu'il y a vraiment un fantasme. Et du coup, les contraintes, même si c'est très exaltant d'exercer l'action publique, c'est très. Enfin voilà, on a un certain nombre autour ah pardon, je ne vais pas démarrer ma vidéo. Voilà, c'est mieux. Et donc, il y a non seulement une forme de fantasme et les contraintes qui s'imposent aux décideurs publics sont objectivement fortes. C'est ce qui vient d'être dit et elles sont fortes parce qu'on est très exposé, parce que les rémunérations sont à la fois très correctes par rapport à la moyenne des Français, même plutôt élevées, mais objectivement inférieures à ce que on pourrait avoir dans le secteur privé. Encore une fois, c'est pas du tout une plainte parce que j'ai fait un choix que je connaissais parfaitement, donc je connaissais les contraintes et les contours. Et c'est en plus quelque chose qui n'est pas audible et pas dissible. Alors, il est dissible dans ce cercle, mais il n'est pas, j'allais dire, au grand public. Et je voudrais commencer par ce point, c'est qu'il y a un énorme paradoxe entre le fait que beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des problèmes, soit individuels, soit collectifs, se tournent vers la puissance publique, je vais la qualifier un peu comme ça, donc tout acteur public, l'État, la région, le préfet, l'ambassadeur, enfin que sais-je, peu importe son état, on se tourne vers celui ou celle qui semble être dont on a le contact le plus direct pour résoudre son problème, sa difficulté, voilà. Et en même temps, il y a effectivement, alors c'est pas forcément la même personne, mais encore qu'il y a un recoupement, il y a une défiance, il y a parfois une détestation du personnel public, et c'est vraiment, c'est extrêmement paradoxal. Et donc ça, c'est le premier constat que je fais parce que voilà, cette espèce de détestation, ça cristallise les attentes, les angoisses et surtout les haines et les colères. La deuxième observation que je fais, c'est qu'effectivement, je ne sais pas si la démocratie est en danger. En revanche, on a des facteurs très inquiétants qui expliquent, ou enfin, je ne sais pas si c'est la cause ou la conséquence, mais qui expliquent une forme de tentation vers le populisme, et je vais y revenir. Et évidemment, l'indicateur le plus frappant, c'est le niveau d'abstention, alors on dit à chaque fois, ce n'est que moins 2 points par rapport à la fois d'avant. On compare toujours par rapport aux élections précédentes, il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, peu importe l'élection. Enfin, en réalité, quand on trace la courbe sur 15, 20, 30 ans, l'abstention est forte et elle est de plus en plus forte. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Donc, comme vous l'avez indiqué, hein, moi, j'ai sauté le pas. Effectivement, j'avais une vie, alors, qualifiée ça un peu abusivement de technocrate pendant 13 ans au ministère de l'économie. Et voilà, pour tout un tas de raisons, et je suis d'ailleurs très heureux de ce choix, j'ai voulu me lancer dans l'aventure politique, en tout cas l'aventure du terrain. Et donc, je suis allé frapper à des portes. Et je vais revenir sur l'endroit où j'ai décidé de m'implanter. J'ai appris à plein de gens qu'il y avait une élection, quoi. J'ai frappé à des portes.
de gens qui d'ailleurs avaient des vies plutôt normales, qui travaillaient à l'usine Framatome du coin, qui étaient agriculteurs, et à qui j'ai appris qu'il y avait une élection législative et qu'on allait élire les députés pour les 5 prochaines années. Et donc, ce qui était vrai sur, je ne sais pas, j'ai dû faire une centaine de maisons, une centaine d'appartements, peut-être un peu plus d'ailleurs, c'est sans doute vrai partout ailleurs en France. Ça c'est la deuxième observation. La troisième observation, c'est qu'en fait, ceux qui, alors peut-être, je ne sais pas s'ils menacent la démocratie, mais en tout cas, ceux qui objectivement baignent dans le populisme, s'en nourrissent. Et clairement, chez nous, on a deux mouvements très forts. On a d'un côté l'extrême droite qui essaie de se rhabiller dans une forme de propreté qui trompe, je veux dire, qui ne trompe personne, mais malheureusement, elle trompe un peu, mais elle trompe beaucoup. Et puis de l'autre, une extrême gauche qui, pas beaucoup mieux d'ailleurs, qui remet en cause, qui baigne avec le communautarisme. Et ça, pour le coup, ça peut menacer la démocratie. Et pourquoi c'est inquiétant? C'est parce qu'ils sont, et à l'inverse d'ailleurs des partis dits traditionnels, on parlait de ce centre un peu extrême, qui tombait un coup au centre-gauche, un coup au centre-droit, c'est qu'en réalité, à l'inverse des autres, ils sont mis à s'organiser, ils ont rassemblé du monde. Et moi, j'ai vu, encore une fois, à ma modeste place, je suis élu d'une circonscription, il y en a à peu près plus de 500 en France. Et dans cette circonscription, ça représente à peu près 100 000 habitants. Partout où je suis passé, moi j'ai 56 communes, une grande ville, enfin 2 grandes villes d'ailleurs. À chaque fois que je suis passé, en l'occurrence, l'extrême gauche, peu moins l'extrême droite, encore que ils étaient passés avant moi. Donc, ils se sont organisés, ils avaient des troupes, ils avaient des gens, ils se sont regroupés en associations, ils sont passés partout et ils sont allés voir le public qui pouvait voter pour eux. Donc, et ce qui est vrai à l'échelle d'une circonscription, 100 000 habitants, et je pense que rien que leur action leur a fait peut-être apporter 1000, 2000, 3000 voix. J'en sais rien, je dis un chiffre, c'est pour se donner une idée. Et donc, ce qui est vrai à l'échelle de 1/500e de la France, c'est sans doute vrai partout ailleurs. Donc, ils sont extrêmement organisés. Et il y a une responsabilité très forte des partis dits traditionnels, même si le terme, à mon avis, n'est pas le bon, mais en tout cas des partis, on va dire, plus modérés, qui ont vocation à gouverner, alors dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas qui ont une forme de responsabilité. Et eux n'ont pas fait l'effort, à commencer d'ailleurs, et je le dis très ouvertement, à commencer par le parti dont je suis issu et que je représente. Et donc là-dessus, on a une difficulté parce qu'il y a une responsabilité très forte qui pèse sur le personnel politique et même plus largement public. Ceux qui font le choix, ceux ou celles qui font le choix de s'investir dans la vie publique, quelle que soit leur position, ça peut être l'administration, ça peut être la collectivité, ça peut être le personnel politique, peu importe. Pour moi, il n'y a pas une distinction d'ailleurs aussi claire. Doivent prendre cette responsabilité effectivement de mobilisation. Il y a aussi une quatrième observation que je voudrais faire, c'est que moi, je suis dans un département du coup qui est à la fois urbain et rural, qui concentre, j'allais dire, à lui seul. Donc, je suis élu maintenant d'un territoire de Bourgogne-Sud, donc c'est à peu près à 350 km de Paris, entre Dijon et Lyon, donc à Chalon-sur-Saône et Mont-Solémine. Et j'ai à peu près sur mon territoire à peu près tout ce qui fait un peu la France. Une grande ville qui va bien, j'ai une ville moyenne qui ne va pas bien, j'ai de la ruralité, j'ai des zones plus défavorisées, j'ai l'industrie qui est en perdition, j'ai l'industrie qui redémarre. Donc, j'ai vraiment à peu près tous les atouts et aussi tous les problèmes concentrés sur ce territoire. Et pourtant, on a 2 autoroutes, une gare TGV, il y en a même d'ailleurs une deuxième qui est à 50 km, on est à 350 km de Paris, on est à 1h15 de la gare de Lyon. Je vous assure que tous les gens que j'ai vus, ils se sentent, à l'exception peut-être de quelques notables à Chalon-sur-Saône, ils se sentent extrêmement loin de Paris, extrêmement loin des décisions. Et du coup, ça alimente le fantasme de on prend les décisions pour eux et ils se sentent extrêmement, extrêmement isolés. Alors même qu'on n'est pas au bout du monde, on est vraiment à 1h15, porte à porte, en tout cas de la gare de Lyon à la gare TGV du Creusot, qui existe en plus d'ailleurs depuis 40 ans. Et ce sentiment d'isolement, d'abandon, alors ça n'explique pas tout, évidemment, je sais, mon exemple vaudra ce qu'il vaudra, mais alimente vraiment le risque du populisme, alimente le populisme. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de mal, alors, même si ça m'a plutôt porté chance, puisque j'ai été élu maintenant il y a 10 jours, j'ai eu beaucoup de mal à expliquer que les choses n'étaient pas aussi fantasmées, que
le président, ses ministres, plus généralement tout le personnel qui prenait des décisions voilà, de tous les jours pour la santé des gens, pour les hôpitaux, pour la sécurité, enfin qui prennent des milliers de décisions plutôt tous les jours, étaient des gens, j'allais presque pas dire comme eux, mais en tout cas, enfin comme beaucoup d'autres, qui voilà, faisaient du mieux ce qu'ils pouvaient. Alors parfois qui prenaient des mauvaises décisions, c'est vrai, hein, tout n'est pas très heureux, mais qui en prenaient aussi des bonnes, et que beaucoup de choses en fait relèvent avant tout du bon sens. Mais ça, c'est un discours qui est dissible, mais assez peu audible. Un autre élément aussi, je pense, qui explique la montée du populisme, c'est qu'ils ont un discours extrêmement séduisant, extrêmement alléchant. Voilà, parce qu'au fond, quand vous expliquez aux gens qu'ils vont pouvoir gagner 300 € de plus, quand vous expliquez aux gens que du jour au lendemain, on va leur ouvrir tous les services publics qui ont péniblement disparu les 30 dernières années, et d'ailleurs peut-être qu'il faut le faire par ailleurs à certains endroits, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. En fait, quand vous avez un discours tranché, rugueux, abrasif, voilà, vous êtes plus séduisant. Et donc la difficulté, et c'est rebouclé avec ce qu'on se disait au début, c'est au fond comment on arrive à faire un discours marquant, comment on arrive à tracer une ligne qui est aussi ambitieuse que raisonnable, aussi ambitieuse que raisonnable, c'est-à-dire qui s'intègre effectivement dans les règles d'une économie qui doit tourner, etc. Et ça c'est difficile. Et ça, c'est difficile. Et même quand on a les bons arguments, même quand ça a été expliqué, les gens que vous écoutez, en tout cas que moi que j'ai rencontrés, ils ne vous accordent pas plus de 10 ou 15 secondes de compréhension. Et ils vous expliquent que leur retraite a baissé de 30 € parce que, je ne sais pas, un petit bout de taxe a augmenté à un endroit, parce que ceci ou parce que cela. Et ça explique aussi le score élevé des extrêmes. Je vous assure, hein, moi j'ai des villages magnifiques hein, où il y a des belles maisons, des belles voitures, enfin où tout paraît bien d'extérieur et où le Front National arrive en tête. Enfin, c'est peut-être 200 personnes, c'est pas, mais c'est et sans qu'on explique pourquoi. Enfin, en tout cas, moi, je vais donner quelques éléments. Alors, une fois qu'on a posé le constat, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je n'ai pas de solution miracle et encore une fois, je ne prétends pas que mon expérience, du coup, heureuse, et puis il faut rester très prudent parce que ceux qui sont autour de la table le savent bien, les élections, c'est toujours un caractère aléatoire, il y a un peu de chance aussi. Je pense que ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie-là, dans la voie de l'engagement public ou parapublic, ou même d'engagement privé, mais qui participe de l'intérêt général, je crois qu'il faut qu'ils soient encore plus responsabilisés. Il est vrai que la crise Covid, d'ailleurs, n'a pas aidé à l'investissement bénévole, au don de soi, enfin voilà, n'a pas encouragé ce type de vocation, je vais les appeler comme ça. Mais je pense que ceux qui s'engagent là-dedans doivent être conscients qu'ils portent une responsabilité peut-être encore plus grande que celle qu'ils avaient encore, que tout doit se faire dans la conviction, l'engagement. Alors ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est pas toujours très payant, mais je crois que c'est le début de quelque chose. Il faut aussi que les gens se mobilisent et qu'ils se rendent compte qu'il y a danger, parce que moi je pense sérieusement voilà, que lorsque on a une France, en fait, finalement, l'Assemblée nationale qui va être au cœur des débats, hein, comme vous le savez peut-être, l'Assemblée nationale, nous n'avons pas, en tout cas le parti présidentiel, la majorité absolue, mais la majorité que relative. Finalement, elle était à l'image de la France. Hein, les Français ont décidé d'envoyer 89 députés Rassemblement national, quasiment 170 gauche et extrême gauche, je veux dire ça comme ça. En tout cas, beaucoup de la France insoumise, hein, je crois de mémoire, il doit être à peu près 70. Donc, mais ils sont à l'image de la France. Le prochain coup, c'est peut-être les extrêmes qui arrivent au pouvoir, en tout cas ce que nous on qualifie en France des extrêmes. Et donc, ça veut dire qu'il y a une grande responsabilité sur les dirigeants publics. Modérés, là aussi, ce n'est pas le bon terme. Il faut que collectivement on trouve le bon terme. Mais en tout cas, ceux qui ont vocation à gouverner et surtout à opérer les changements dont on a besoin dans la société, pas dans la brutalité. Je crois qu'au fond, ce qui nous oppose beaucoup aux partis extrêmes, c'est qu'en réalité, nous, on est prêts au changement. Bien sûr qu'il faut qu'on change des habitudes de vie, des modes de consommation, les enjeux du climat, enfin, on peut en discuter à l'envie. Je pense que ce qui nous distingue des autres, c'est qu'on est conscient qu'on ne peut pas le faire dans la violence et qu'il faut le faire dans une forme d'accompagnement. Certes ambitieux, mais d'accompagnement. Et ça, je crois que c'est important. Et donc, ça pèse sur notre responsabilité, maintenant la mienne, mais et sur beaucoup d'autres. Donc voilà. Donc, bon, voilà. Par ailleurs, j'ai eu une expérience formidable, même qui se finit heureusement, mais voilà, on va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais voilà, en quelques mots, un peu un retour d'expérience et surtout un éclairage de cette température que moi, j'ai pu, à 1h30 de Paris, apprécier pendant ces 3 mois de campagne. Merci Louis de ce témoignage. Je crois qu'on met le doigt sur un sujet très compliqué, c'est
la conscience identitaire qu'on peut avoir dans une ville, dans la Saône-et-Loire, et comment cette identité est intégrée ou non par l'échelon supérieur. Hein, c'est le sujet qu'on a en Europe, où on pense que si on fait l'Europe, on va perdre l'identité nationale du français ou du suédois ou de l'allemand. But it's also the case in a country where the identity of the community of Saône-et-Loire think they are very far from Paris, and there is an identity gap between the governance of the nation and how the citizens feel. How we can fill this gap, and I think that is complex, especially in a society that is under a threat of major change. That's where we are. We have to change because of the climate. We have to change because of the digital economy. Mostly we have to change because of the globalization. Globalization that in fact had a huge positive result at the level of the planet. Because when you see the average poverty in the planet diminish dramatically for the last 10 years, at the cost probably of the identity of the middle class in the US or the middle class in France. And how we can think that globalization is good overall, but you have the dividend of that even in Saint-Omer or in Saône-et-Loire, or etc. How we can bring value of what is good globally, but perceived bad locally. And again, communication, I think, is very important. We spoke yesterday about the media, the responsibility of the media, because if people don't understand the complexity, what we are doing, then there is a debate, because they think that we are decadent, or they think that we failed. That's why we have so many people that don't use the democratic asset, meaning vote, because they think that the government failed. The public authorities failed. Then there is a question of marketing. With Nathalie, we spoke about the social media that are built up for marketing. They build up to segment and to bring goods to the proper segment of the society. Then how we can use those global medias to sell what has been good, what has been done good, what is not just a failure. And I think there is a major problem. Sometimes the public authorities are under a bubble. They think they have the total knowledge. They think they have the only responsibility of common good that they cannot share with the citizen. And there is no osmosis about those responsibility. And the point is that we have collective responsibility, and the citizens may be part also of the common good in the way they are doing or on the ideas. And we experiment that with the Ukrainian hosting in Saint-Omer, where you have a dialogue between the bénévoles, the volunteers, and the institutions. And we have good debate there. But at this level of the relation between common good, which we are all fighting, we have some tensions and issues. And I think based on that experience, we have to work on how to make more transparent the difficulties and the success. People see just the difficulties, they don't see the success. We have to sell, we have to be salesmen. The public authorities also have to be salesmen. We have to use the social media to sell what is good. Okay, based on this too long comment on what Luis was saying, Brian or George, do you have some more valued comments to share with us? Or the public, can you share also some comment or questions? Brian, you want to go first? Brian? Actually, I think you probably have better insights on this than I do, Governor, so happy to defer to you. Well, I don't know that I have any great insights, but thank you. You talked about how globalization has helped the world and helped bring about a significant decline in global poverty, and that's correct.
but you also mentioned how it had a horrific negative impact on middle class, particularly manufacturing jobs in the United States. And that is also correct. And as is often the case, the politicians focus on the positive, but ignore the negative. And that was one of the reasons for the stunning upset of Hillary Clinton by Donald Trump in states throughout the Midwest, like Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, old industrial states that had traditionally voted Democrat. Now, there are two different approaches. One is you can say globalization is bad. We have to build a wall around our country to protect those middle-class jobs so that we don't go through this hollowing out of our manufacturing sector. And that is what a significant number of the politicians want to do. But my view has always been different. It's to try to understand why in a global marketplace, we could not compete in that manufacturing sector and figure out ways to incentivize and create a better economic climate domestically, so that instead of building a wall against foreign trade, we create an opportunity for US trade to compete. And we were very successful with that in New York. When I was governor, we've gotten over $10 billion in high-tech manufacturing in upstate New York, creating high quality computer chips, great paying jobs, great manufacturing facilities, and it didn't require us to build a wall around the United States. Now, the other thing that, Edouard, you were talking about is the balance. And I think that is one of the most challenging issues for us as democracies in the United States, in France, and in the EU. In the United States, it's the balance between the federal government and the state government. And you just saw with Roe v. Wade, where the Supreme Court shifted that entire issue from Washington back to the states. Is that the proper place? A lot of people think yes, a lot of people think no. In the EU, you have the question of how much authority should the European Parliament, the European Commission have over the sovereignty of those states? And if it goes too far, you say things like Brexit, where a country just says, I don't want my domestic policy dictated by unaccountable bureaucrats in Belgium. But if it doesn't encompass enough, you don't have the cohesion necessary to create a common entity. So, as I said at the beginning of my remarks earlier, I'm an optimist. I think that struggle to find that balance is something that will always exist. There will be times when we do it better, times when we don't do it as well. But so long as people are aware that on both sides of that argument, there are valid arguments to refute what you are thinking, and you're willing to listen, I believe we can strike the proper balance both for global trade and for the balance between centralized government and more local or national government. Thank you. I think we have questions from some student. Arthur, what are the questions? Yes, we have a question concerning politics. How to strengthen the role of public authorities in the market economy, how to better orient consumer and investor behavior to accelerate the environmental transition. En français, comment renforcer le rôle des pouvoirs publics dans l'économie de marché, comment orienter davantage les comportements des consommateurs et des investisseurs pour accélérer la transition écologique et environnementale. Okay, maybe that's for you, George. I don't know. Let me try to defer to Brian on this one. Let him try. Yeah. You know, diplomats aren't so good at that sort of stuff. I think I have to think about that would be, you know, we do our work between the countries, but in terms of engaging the publics, I think you're probably much better on that part. Yeah, but I will comment. I will give another dimension to the question. In fact, in our liberal countries, and I think it's important for the diplomat too, they all work on trade agreements and so on. We thought that through development and economy, we would solve all the problems. But in fact,
just competition and market don't solve other issues which are cultural, identity problems, religious problems. We probably had the naivety to think that reinforcing it, at least that was an aspect of the European construction. Then we thought that to help all those countries to converge was too difficult. Then the politicians outsourced this difficulty to the market, saying through the market, convergence will ultimately deliver a European citizen based on consumption. The problem is that the European citizens is a consumer, but has identity and culture. And I think through the diplomats or through the politicians, we have this issue how we can accompany the progress in economy, in inegalities, and in the same time reinforce the specificity, the cultural characteristic. For instance, Sarah, my wife, who is there, is working in an association, a European association called Future for Religious Heritage. This institution is not religious, but it's an institution which tries to leverage the religious heritage, churches, synagogue, temples, and so on, as a way for community to refine their own roots. And that is quite new. And that had not been very developed in Europe. We developed commerce, trade, single market, but we've lacked to leverage the stones, the value of the pierre, the value of the Saint-Omer's patrimoine, okay? And how Saint-Omer patrimoine will help the Audomarois to find their own identity, to transmit this identity, and to leverage their role as a citizen in market dimension. And I think maybe George or Brian, as institution or politician, how we can rebalance those two spheres on which you were working much more on one leg than the other leg. Well, you're absolutely right. We were working on the market leg and the economy leg. And the classic example is China, where 20 years ago, the United States was of the view that bring China into the global economy, it will become such an integral part, not just as a supplier, but as a consumer, and it will inevitably bring China towards respect for the rule of law and the global institutions that so many countries depend on. It hasn't worked. It hasn't worked at all. And right now, the tension between the United States and China is probably the highest in my lifetime, and it's very troubling. But the point is that the market effort didn't succeed, and you need more than that. And what your wife is working on, the religious and cultural aspect, I think we need to do far more of that beyond the marketplace. In places like China and Russia, how we move, obviously with Russia now, there is no marketplace. So how do we expect to deal with them? I think ultimately you have to respect different cultures, respect different natures of government, but ultimately in return require them to accept a concept of international law that virtually all civilized nations get behind. And unfortunately, that's easier said than done. We don't see that happening. The market has not succeeded in and of itself. So clearly, there has to be a renewed effort with a broader approach than simply relying on the market. Yeah. Brian, Yeah. What can you add? Because I would absolutely. in your new position tomorrow, you will be also challenged by all those cultural and security issues in the Eastern countries. Yeah, no, that's exactly right. I have been focusing a bit on the Balkans, thinking ahead of my next position, but that's a perfect example of
where you have essentially failure. People don't have faith in institutions or the state, and rather turn to their own, in that case, ethnic and religious groups. It's what the governor mentioned regarding, Brexit, when people lose faith in the institutions. And frankly, we see a little bit of that happening in our own United States when people don't have the faith in the institutions that they did. So yeah, I absolutely agree. It's not something the market can fix. And I'd also agree completely with the governor on, how we need to deal with China, because it's exactly as he described. We had this great faith that somehow the markets would have a magical role in modifying behavior, and they just haven't. So that means, a rethink of how we do that. And that, by the way, started in the last administration, has largely continued in this administration too. Mm-hmm. Yeah, George, we have in Europe, obviously, we try to gather now 27 countries, but we have major issues, culture issues related with Poland and Hungary. You have some Hungarian roots, and probably we have a real challenge to better understand the culture of Hungary, from where they came, and the way we integrate them. And we think that they are archaic in the way they think. And in fact, how they are thinking is because they were part of an empire, then they lived under the Soviet rule for a while, and they cannot get out of that exactly as the classic French guy or even the German. How can do you have some insight to share with us about how we can bring together this type of culture in the European governance? Yes, I do. And I think I understand Hungary as well as anyone on here. I spent a great deal of time with Prime Minister Orban and the prior prime ministers as well. It is a small country. And as you just indicated, it has been overrun so many times by beginning with the Mongolians in the 1200s, through the Turks, and then the Habsburgs, to the Soviet Union very recently. And so they have developed a defensive sense of sovereignty. And it's totally understandable. And I completely appreciate what they're saying. So when, for example, Merkel says the EU is going to determine these millions of refugees from the Middle East, how much we're going to set up a quota for each country, that isn't what Hungary's view of the EU was about. It wasn't about losing sovereignty over their internal government, their internal rules and laws. It wasn't about this multinational organization telling them what they had to do to change the nature of their population. So the reaction was quite critical. And I think stepping back and looking at what is the function of the EU? Yes, it is to have free trade within the 27 nations. Yes, it is to have cooperation within the 27 nations. Yes, it is to have common rules of governance and respect for democratic institutions and the rule of law. But it's not to tell domestic governments how they run their own country internally. And I'll just give you one other example that I actually talked to Prime Minister Orban about. There was a homeless crisis in Hungary where the homeless were building shacks and shelters in parks in Budapest, and the government ordered them taken down. And the EU, as I understand it, the commission or someone said, oh, you can't do that, it's discriminatory. Well, when I was governor, that's exactly what I did in New York. And today, the mayor of New York, an African-American Democrat, just did the same thing. So it seems to me that Hungary has seen, in their viewpoint, the EU overstepping the proper nature of the role. I think they desperately want to continue to be a solid member, a participating, respected member of the EU, but they are going to be defensive
of their internal sovereignty. And that, to me, is totally understandable and not inconsistent with what the nature of the EU is supposed to be. Yeah, very, very interesting. It's a huge challenge. It's very difficult because EU is not just a single market, it's also a political dimension. But obviously, we have to understand how to integrate nations. It's clear that what is today in Hungary is probably challenged identically in France. If we had a referendum in France, probably we had a rejection, probably for the same reason. But that's why it's important to understand what is the common culture, not just a single market, but what is the common culture between Hungary, France, Italy. And I think, in a way, humanism, the market social economy of Europe, is what we are sharing, and we have to sell to the citizen what it means to them to protect that common values that we have in our model, respecting what is the nation. And there is a big debate. George, thank you to come in Europe more often to help us to address the issue. Louis, Marguerite, sur ces sujets, sur l'équilibre entre, tu étais au ministère de l'économie, c'est vrai qu'en France, le ministère de la Culture, il est à côté du ministère de l'économie. Bon. Et pourtant, il faut gérer l'économie et la culture de manière cohérente. Et c'est vrai pour les régions. Entre le développement des régions françaises, il faut effectivement gérer les deux ensemble. Comment tu vois ça maintenant que tu es en région? Louis, est-ce que tu es encore là? Pardon, je n'avais pas activé mon micro, mais c'est parfait parce que je dois partir dans 5 minutes. D'accord, bon, voilà, comme ça tu as 5 minutes. Répondre à cette question. Je pense que cette question, c'est comment on gère, finalement, c'est comment on gère les contradictions, comment on gère les contradictions effectivement entre la gestion des finances publiques qui sont dans un état objectivement un peu compliqué et le besoin d'investissement public, comment on gère la question des comportements, comment on amène les gens, les entreprises, les individus à plus de modération. Enfin bref, tout ça c'est la gestion permanente des contradictions. C'est ce qui fait d'ailleurs la difficulté de l'action publique, mais sans doute aussi son charme. Là-dessus, je partirai d'un constat, c'est que vous trouverez la question d'ailleurs de la dépense publique, vous trouverez toujours n'importe quel élu de tous bords, et ce sera peut-être mon cas, j'en sais rien, mais quelle que soit sa couleur politique, pour vous dire qu'il ne faut pas supprimer la dépense, que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas le bon montant, et que si on le fait, ça va être terrible. Et pourtant, on sait bien qu'il faut sans doute faire porter l'effort de dépenses publiques sur d'autres enjeux, qu'il faut peut-être la réduire de façon globale sans toucher fondamentalement au paradigme. On est dans un pays, en France, c'est un peu moins vrai aux États-Unis d'ailleurs sans doute, mais où on a un fort taux de dépenses publiques. Et donc, là-dessus, c'est comment on arrive à créer effectivement les conditions de, par exemple, une politique culturelle. Et la France, l'État, subventionne quand même beaucoup la culture, a raison d'ailleurs, mais le fait-elle bien? Moi, j'ai le sentiment qu'elle le fait assez. Et le fait-elle de façon efficace? Est-ce qu'il ne faut pas déplacer certains curseurs? Mais dès que vous déplacez un curseur à dépenses constantes, forcément, vous allez réattribuer des crédits et vous ouvrez tout de suite des difficultés. Et vous aurez toujours quelqu'un qui voudrait montrer par A plus B que ce que vous êtes en train de faire, c'est très bien pour celui qui bénéficiera d'un surplus de crédit, d'un surplus d'investissement, mais que c'est très mauvais évidemment pour celui qui en fait les frais. Là-dessus, je pense que, et ça c'est vrai dans tout, c'est vrai dans le budgétaire, c'est très vrai dans le budgétaire, mais c'est vrai aussi dès lors qu'on modifie un comportement, qu'on modifie une pratique, qu'on supprime une pratique qui crée elle-même de l'emploi, enfin, qui crée une forme de niche, une niche d'emploi, une niche économique. Eh bien, là-dessus, je pense que la seule bonne méthode, c'est que toutes les mesures vraiment difficiles, il faut que les politiques les mettent sur la table et puissent encore faire porter leur élection sur ça.
Et je crois d'ailleurs le président, nous, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est la question de la réforme des retraites. En France, elle a été annoncée. D'ailleurs, elle a fait perdre des points au président dans les sondages, mais je pense que c'était utile parce que le jour où on va la faire, on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas prévenu les gens. Et puis après, on ne peut pas tout annoncer. Il y aura évidemment des chantiers difficiles. Comment on arrive à gérer effectivement les contradictions entre l'État centralisateur, entre les régions, entre Bercy, entre la culture? Je pense que là-dessus, il faut prendre le temps souvent de la concertation. Il y a des choses, même si vous arrivez à un point vous envisagez une solution, vous savez que globalement l'équilibre sera à peu près là. Si vous l'annoncez tout de suite, vous êtes sûr que vous avez une difficulté à mettre en œuvre. Parce que les gens, les syndicats, les salariés, les entreprises, les administrations n'auront pas eu l'impression d'avoir participé à la décision. Je prends juste un exemple qui peut paraître anecdotique, mais un des derniers dossiers que j'ai géré à Bercy, ce n'est pas un sujet culturel, je ne m'occupais pas trop de ces sujets, mais c'est un sujet de consommation où, comme vous le savez, il n'y a plus d'huile de tournesol. Il n'y a plus d'huile de tournesol en France parce que beaucoup étaient fabriqués en Ukraine et puis dans une moindre mesure en Russie. Bon, plus d'huile de tournesol. Les industriels nous ont demandé des dérogations pour dire qu'ils voudraient changer leur recette de l'huile de tournesol en prenant une autre huile, l'huile de colza, enfin n'importe quel substitut gras, n'importe quel corps gras. Évidemment, ils nous ont dit qu'il fallait l'autorisation tout de suite et pour 8 mois et sans un contrôle. Enfin, ils ont demandé évidemment le maximum. On est allé voir les associations de consommateurs. Ils nous ont dit pas de problème. Mais dans ces cas-là, mais faites ce que vous voulez, mais nous, on veut évidemment que tout soit marqué sur les emballages et les étiquetages. Ce qu'on ne pouvait pas faire matériellement, puisque les chaînes de production n'étaient pas ajustées. Et je le fais rapidement pour ne pas prendre trop de temps, mais ça, typiquement, là, vous avez deux contraintes qui sont totalement orthogonales. Vous ne pouvez pas donner raison à l'un sans donner tort à l'autre. Eh bien, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout le monde autour de la table. Ça a pris un mois. Alors, c'était long, c'était pénible. On a eu des insultes. L'État faisait un peu le rôle d'arbitre. Et à la fin, on est arrivé à un compromis. Globalement, on n'a pas accordé de dérogation pour tout ce qui était allergène. Enfin, je passe le détail. Et puis, on a donné une dérogation de 2 mois et non pas de 8 mois comme ce qui nous était demandé. Mais ça, vous voyez, ce point d'atterrissage, on aurait pu l'imaginer au tout début, dès le début. À la limite, on peut s'en parler pendant une demi-heure, on trouve un point d'atterrissage. Mais en réalité, si on l'avait imposé dès le début, on n'aurait pas eu l'acceptation de toutes les parties. Donc, il nous fallait passer par cet exercice, si vous voulez, de discussion, de débat, parfois de difficulté, pour qu'à la fin, les parties puissent reconnaître qu'on est allé au bout, on était au meilleur milieu. Et je pense que cet exemple-là, il est vrai sur les politiques culturelles, il est vrai sur les politiques environnementales, il est vrai sur les politiques fiscales. C'est comment vous mettez tout le monde autour de la table, ou en tout cas dans différents formats, et comment vous arrivez à faire. Pour ça, il faut des gens responsables. Pas que les élus d'ailleurs, il faut des fonctionnaires responsables, il faut des élus responsables, et il faut aussi des représentants. On a beaucoup parlé des corps intermédiaires, mais ils ont une responsabilité. Les corps intermédiaires, c'est quoi? C'est des syndicats, c'est des organisations professionnelles, c'est tous ceux qui, à un moment donné, prennent une responsabilité de représentation de leur profession, de leur pratique, d'un groupe d'individus, et ce sont eux qui doivent porter la responsabilité, bien sûr, de défendre les intérêts de ceux qu'ils représentent, mais à un moment donné, de dire, bon, écoutez, je pense chacun a trouvé les lignes rouges de l'autre, de convaincre ceux qu'ils représentent qu'on est arrivé au meilleur point d'équilibre. Et ça, je crois que c'est très important. C'est pour ça que la responsabilité, non seulement elle pèse sur les élus et sur les agents publics, mais plus généralement, elle pèse sur tous ceux qui, à tous les niveaux de la société, portent une responsabilité de représentation. Et ça, c'est très, très important. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'était un peu mon message. Merci Louis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais je sais que Louis a un agenda compliqué. Peut-être une dernière question. Une dernière question, Louis. Si vous avez tu as encore une seconde? Oui, j'ai vraiment une seconde. Il faut que je parte vraiment dans 2 minutes. Une question peut-être plus personnelle. Pourquoi avoir pris la décision de quitter votre poste au gouvernement pour vous engager et prendre le risque de vous lancer dans la politique? Une question qui peut intéresser nos étudiants. Parce que moi, ça faisait quelques années que résonnait un peu en moi l'idée qu'il fallait à un moment donné se confronter au vote, à l'élection, sans que je trouve le bon moment pour le faire parce que parce que j'étais absolument pas ma carrière, parce que ma vie familiale était à Paris, parce que pour tout un tas de raisons personnelles et professionnelles. Donc voilà, les planètes n'étaient pas alignées jusqu'à présent. Et là, ça faisait 13 ans, presque 15 ans que je travaillais à Bercy. J'avais le soutien des ministres que j'ai servis et du président de la République. Donc, je pouvais d'une certaine façon utiliser un peu cet acquis un peu professionnel et me dire que c'était peut-être à mon tour, que j'ai suffisamment fait partie de ceux qui ont critiqué les agents publics, les politiques,
pour pas prendre ma part de responsabilité. Donc voilà, et je me suis dit que alors c'est vrai que c'est une prise de risque relative, hein, faut pas non plus exagérer, mais c'est vrai effectivement, j'ai mis en risque. J'aurais pu continuer, j'allais dire sagement au gouvernement, j'aurais eu un poste mieux payé que même si je suis très bien payé en tant que député, mais enfin ça aurait été autre chose. J'aurais pu rester dans une forme de confort. Bon voilà, j'ai 37 ans, mes enfants sont encore jeunes, on va s'installer là-bas. C'était le bon moment pour le faire, quoi. Donc voilà, enfin, en tout cas, je me suis dit que si je ne le faisais pas, j'allais le regretter et que c'était le moment de se confronter aussi à l'élection. C'est-à-dire que je suis allé convaincre. Alors, j'avais une base de circonscription, des gens votaient déjà un petit peu Emmanuel Macron, mais encore que si je n'avais pas fait la campagne, je pense que j'aurais perdu. Et donc, c'est l'idée de se dire qu'à un moment donné, si vous n'allez pas un peu au bout de vos rêves, de vos idéaux et de ce qui représente une part un peu d'inconscience aussi, hein, c'est vrai. Hein, beaucoup de gens m'ont dit, t'es dingue, pourquoi tu ne restes pas à Paris, tu serais beaucoup plus tranquille, même tu pourrais aller dans une banque d'affaires, voilà. Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas s'ils m'ont accepté, mais j'aurais pu y penser. Donc, c'est une forme de réalisation un peu d'un rêve ou quelque chose. Et donc, voilà, donc j'ai pris quelques risques relatifs, mais j'ai pris quelques risques quand même. Ça a bien marché, tant mieux. Et c'était le moment pour le faire parce que c'est pas dans 10 ou 15 ans que j'aurais fait ce mouvement-là à cet âge-là. Donc là, je pouvais effectivement trouver le bon équilibre. Donc, voilà ce qui m'a amené. J'ai pris la décision il y a à peu près 8 mois, et puis j'ai mis en place évidemment, donc j'ai fait de façon un peu concentrée ce que d'autres d'ailleurs font en beaucoup plus de temps, donc j'ai eu un peu de chance aussi d'avoir pu concentrer cet ancrage électoral que j'ai besoin d'ailleurs de consolider maintenant parce que même si les gens m'ont beaucoup vu sur place il y a 3 mois, pendant 3 mois, il faut maintenant que c'est à eux que je dois rendre des comptes, hein, c'est mes 17 000 électeurs qui ont voté pour moi. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais… Bravo, félicitations. C'est clair que, encore une fois, la devise de notre fondation, c'est Culture et Leadership. Il se trouve que Louis est aussi un young leader de la French American Foundation. Oui, okay. Je salue Brian d'ailleurs. Hi Brian, oui. Voilà. J'espère qu'il est encore là, mais… Oui. Donc, un young leader, et donc il ne suffit pas d'avoir un label de young leader, il s'agit de mettre en œuvre son leadership. Donc, c'est ce que fait Louis dans la politique, mais c'est ce que vont faire aussi tous les étudiants de Cornell qui sont avec nous, ou les étudiants de Sciences Po, hein, qui vont devenir des leaders, soit dans la vie publique, soit dans la vie privée. Donc, bravo Louis, et tous nos voeux pour que tu participes à ce dialogue sur le bien commun, en échange des idées, mais que toutes ces idées, comme le disait Yann Coët-Laden, soient basées sur une vérité, hein, c'est-à-dire que le débat doit être fait sur des faits, des quantifications, des mesures qui sont réelles et qui ne sont pas juste des utopies et des folies. Hein, donc, il faut arriver à nouer un dialogue avec les citoyens sur une réalité, principalement dans un moment où il y a de la crise et que, évidemment, la réalité n'est pas toujours bonne à dire. Or il faut l'entendre. Et ça va être la magie de la politique, d'être capable de faire entendre des choses qui ne sont pas bonnes à dire, et il ne faut pas les mettre sous le tapis, il faut les dire. Hein. Et ça, il faut du talent. Donc, Louis, j'espère que tu auras du talent sur ce point de vue-là. Merci beaucoup. Okay. Merci à vous. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Okay, I don't know if Brian is still there, George. I continue on the just a few minutes. This duality between market and culture, probably we'll find it in the new principle of ESG, where we think that the liberal society must move their company from priority given to the shareholders to priority given to the stakeholder. I think this movement is absolutely crucial. And through this movement, you can have this rebalancing between pure economy, market lead, and culture, identity, common good, and so on. And I think we have to work on that. Yesterday, Sylvine Bonnevin shows us all the metrics, the potential metrics to demonstrate that the measurement of the progress in those qualitative area of the economy is absolutely key. And all those tools are step by step implemented. It's very difficult because it's easier
to measure quantitative dimensions of society versus qualitative dimensions, but what we are speaking about how to sell quality, the quality of what we are doing, the quality of a decision, quality of a public policy, the quality of a company, of an artisan, and so on and so on. And I think maybe ESG will make the synthesis of that. Do you have other questions? We are nearly at the end of the seminar. We are nearly at the end of this 2022 masterclass, in fact, where we tried to solve a lot of major questions about democracy and danger. And I hope that after those three days of reflection, common work, we can think that maybe democracy is less in danger, but also it will be less in danger because each of us, we perceive better our own responsibility. And as Nathalie said, it's not just an individual responsibility, it's an individual responsibility in a community, because we cannot change the world alone. Then we have to go in this chain to see where we are in the chain and how the chain will be efficient and how the next layer of the chain will be also efficient. And I think that's a big responsibility. What were you saying? Nous avons une autre question, liée au sujet de leadership et tout comme ça, adressée à tous les speakers. En français, comment faites-vous pour attendre les jeunes générations pour les inclure et les emmener vers un certain leadership, pour les amener à devenir pleinement acteurs et leaders? And in English, how do each of you encourage students and younger generations not only to actively participate in democracy, but to become leaders in it? That is a good question. That is a good question. It's a good question for the parents. The concept of exemplarity, it starts in the family. How parents are exemplary, and how we can give appetite for the young, or the kids, or the grown-ups, or the adults, or to be as good as this parent. And that starts in the family level, but then it starts all over in the management. Comment dans la vie quotidienne, chaque citoyen, chaque adulte, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a voulu réunir dans cette masterclass des étudiants et des adultes, entre guillemets, parce que c'est le même combat. Et il n'y a pas deux segments, il n'y a pas le segment des étudiants, ça c'est peut-être à l'université, il y a le segment d'un côté et les professeurs de l'autre. Mais dans la vraie vie, c'est un combat ensemble. Et là, cette question, effectivement, qui peut servir de conclusion à notre séminaire, c'est comment on va donner de l'appétit aux jeunes sur les forces de la démocratie. La démocratie peut paraître une utopie, ou ça peut paraître un concept intellectuel. Or, c'est une réalité. Et cette réalité, elle se traduit dans la relation qu'on a entre les individus. Et je pense que si on donnait goût à la démocratie, une grande partie de l'abstention en France sont les jeunes, et qui sont sceptiques par rapport à la capacité que nous avons, nous les adultes, à changer le monde. Et donc notre responsabilité, c'est de les convaincre, c'est d'être pédagogue, c'est d'être exemplaire dans nos actions. On a parlé des valeurs, et les valeurs, c'est le cœur de notre fondation, Values for Action. Ces valeurs, on les a mis en œuvre à travers l'accueil des Ukrainiens, à travers la manière dont les familles d'accueil ont ouvert leurs maisons à des étrangers. On a aussi été capable, à travers cet exemple, de créer des liens de solidarité entre tous les solidaires, entre toutes les bénévoles qui ne se connaissaient pas forcément et qui partagent une utopie, qui les a rapprochés. On a vu comment on a réussi, à travers la mobilisation de toutes les ONG, Restos du Cœur, Croix-Rouge, Emmaüs,
Lord de Malte, etc., qui ont tous une vision absolue de leur charisme, mais peut-être quelquefois dans des filières qui ne sont pas forcément en osmose avec la filière d'à côté. Donc, on a fait que ces gens qui ne se connaissaient pas se connaissent aujourd'hui. Donc, peut-être que demain, face à la prochaine crise d'émigrés, de migrants, on sera encore plus efficace et donc plus exemplaire, et donc faire en sorte que notre démocratie fonctionne mieux. Et si elle fonctionne mieux, les jeunes vont y adhérer et notre démocratie sera moins en danger. Donc, voilà, il est effectivement 8 heures en France. Donc, nous avons conclu, on a parcouru un certain terrain, on a brossé un certain nombre d'utopies, on a pu échanger. En même temps, il y a eu des exemples concrets pour nous nourrir. Écoutez, merci d'avoir participé à tout cela. Ce n'est pas la fin de la discussion. J'espère qu'on aura d'autres rendez-vous. Nous avons mis en place ce que j'appelle des conversations transatlantiques. J'espère qu'on aura donc d'autres conversations sur des sujets plus ciblés et qui permettront de prolonger cette conversation et de prolonger le défi que nous avons tous ensemble. Alors, avec cette masterclass, ce qu'on cherche à faire, c'est que ces jeunes qui viennent de poser cette question doivent participer à ce que nous appelons the Yes Generation. The Yes Generation veut dire the Young Ambassadors for Societal Excellence. Donc, des ambassadeurs de l'excellence sociétale. Donc, bien entendu, nous devons être exemplaires, mais les jeunes, maintenant, doivent être en mouvement, doivent comprendre ce que c'est que l'excellence sociétale, qu'est-ce que c'est que le fondement de la société, la vie collective, le respect de la diversité, le respect des institutions, et comment, à partir de là, ils seront de véritables ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils vont promouvoir les fondements de cette société, mieux expliquer à leurs amis, à leurs collègues, à ce en quoi ils croient. On a bien vu tout à l'heure ou hier qu'une grande partie de tout ça, ce n'est pas dans les fake news, c'est dans la vérité, dans la communication réelle de conviction. Nathalie a parlé sur le fait que nous devons être engagés par rapport à ce qu'on croit. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas qu'à la révolution qu'il ne faut pas être engagé. Il faut être autant engagé que les révolutionnaires, non pas pour détruire, mais pour construire. Donc, voici sur ces quelques mots d'un peu d'utopie, la manière de clore notre session, notre année 22 de Yes Generation. Dans la tradition, et après, on va pouvoir donner quelques certificats aux étudiants américains ou aux étudiants français sur la reconnaissance de leur participation à ce partage d'idées. Merci tous ensemble, speakers, auditeurs, à distance ou en physique, d'avoir participé à cette réflexion. Nous comptons sur vous pour faire en sorte que ces réflexions servent aux autres, servent à la démocratie et servent au monde. Merci et à bientôt.